allo waaw. taxawal ak téléphone taxawal. ma taxawal ko am. waaw. allo. ah. son bi nag. am téléphone bi. Donc bonjour chers étudiants et étudiantes, bonjour chers collègues. C'est avec un aujourd'hui sur la chaîne Marketing TV Monde pour partager avec vous un peu dans le domaine du transit. Mais je ne saurais commencer ce live sans au préalable adresser des remerciements à Abdoulaye Bamba Seck, l'infatigable comme l'a tout en dit M. Dramé, de par l'initiative qui a été mise en place et de par aussi les efforts qui sont consentis pour rendre service. Là aussi, mes remerciements vont à l'encontre de tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui, donc pour partager avec nous ce temps de live portant sur une généralité sur le transit. Un remerciement à tous ceux qui se sont connectés, qui nous regardent, qui nous suivent depuis le Sénégal et au niveau de la diaspora. Donc c'est un réel plaisir. Mais aussi de mes compatriotes, amis, les locataires de la maison des douanes, parce que c'est vrai que je ne pourrais pas et je n'ose même pas aborder un sujet d'une importance capitale portant sur le transit préalable, remercier ceux avec qui nous avions eu enduré pendant une période bien déterminée. Et c'est pour cette raison que j'adresse mes vifs remerciements à tout le corps professoral des douanes et plus particulièrement à l'inspecteur Malik Faye. Il y a aussi l'inspecteur Jacques Maktar Dien, sans pourtant oublier le colonel Ibrahima Diagne, de même que Yaya Moussa Thiam. Il y a aussi les autres qui nous tenaient en fait des formations dans les domaines de la manutention, dans le domaine de la consignation, dans le domaine de la facturation. Je veux citer ces éminents profs comme M. Thiam,
il y a M. Sen, donc pour ne citer que cela, et sans pourtant oublier M. Babacar Gueye, et j'en passe. Donc pour revenir en fait un peu à ce thème, merci encore une fois, chers internautes, d'être connectés. Il y a Ibrahim Magnan, le spécialiste en marketing. Il y a Babacar Ndiaye qui nous regarde aussi. Il y a Mamadou Thiam, El Haji Ibrahim Magnan, donc Mohamed Lamindao, donc Ibrahim Ndiaye, le spécialiste en transport logistique, Laïbamba, sans pourtant oublier aussi Zofoot, donc pour dire Babacar Dramé, donc Fatou Ndiaye Sow, donc tous ceux qui nous suivent à travers donc ce petit temps-là qu'on va devoir consacrer à une généralité sur le transit, donc mes remerciements. Donc sans plus tarder, je vais commencer d'abord par parler un peu du transit de façon générale, comme on l'avait proposé comme thème à Abdoulaye Bamba Seck. Le transit, c'est un concept qui est difficile à cerner, un concept qui est très complexe. Pourquoi? Parce que il y a un concept qui cache plusieurs facettes. Parce que le transit peut être analysé sous plusieurs formes. Parce que tantôt, on peut voir le transit comme étant un point par où vont passer les marchandises ou bien des personnes pour faire un point de destination. Dans ce cas-là, on parle de transit. C'est comme si présentement vous dites, je pars en Espagne, puis Maliens donc vont transiter par le port de Dakar ou bien par le port d'Abidjan avant de faire le Mali. Donc ici, le transit, on peut le considérer juste comme étant un point par où vont passer les produits avant de faire leur point de destination finale. Mais il y a aussi le concept transit qui peut être considéré ici comme étant un régime douanier. Peut-être que ceux qui ne connaissent pas encore bien la douane, quand on leur parle de régime douanier, peut-être que ça pourrait être compliqué à leur niveau. Mais je dirais que c'est juste une situation légale ou bien une situation juridique. Donc, au niveau d'une situation juridique dans laquelle le service des douanes demande de placer des produits qu'on a importés ou bien qu'on compte exporter. C'est dire quoi? C'est dire qu'à chaque fois qu'on procède à des opérations d'importation et ou d'exportation, il y a toujours le service des douanes qui demande dispose d'une destination, à ce qu'on donne une destination aux produits. Tantôt, c'est des produits qui peuvent être consommés, des produits qui peuvent être réexportés, des produits qui vont subir une transformation, des produits qui peuvent faire juste un transport ou bien qui demandent à être déplacés d'un point A à un point B, des produits aussi qui peuvent sortir définitivement du trottoir, définitivement, bien des produits qui vont quitter mais qui vont revenir donc ultérieurement. Donc c'est juste pour parler un peu des situations qu'on pourrait, donc situations dans lesquelles on pourrait placer les produits qu'on importe ou bien qu'on exporte. Et là je vous dis encore une fois que si on considère le transit ici sous l'angle régime douanier, donc il y a un régime qu'on appelle le régime du transit, à l'instar des autres mises à la consommation, que ce soit la mise à la consommation directe ou bien la mise à la consommation directe, à l'instar des régimes comme le régime de la réexportation, le régime de l'exportation, le régime du transbordement, le régime de la consignation, le régime de l'usine exercée, le régime du cabotage, le régime de la transformation de marchandises destinés à la consommation, le régime de l'entrepôt industriel, le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif, parce que là, c'est ce régime-là qui a remplacé l'ancienne appellation comme pas d'ATN, admission temporaire normale, parce qu'on n'en parle plus. Présentement, c'est un régime qui a évolué et qui présentement fait penser à ce qu'on appelle l'admission temporaire pour le perfectionnement actif. Mais à côté de ce régime aussi, nous avons le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement passif. Donc, entre autres, parce que là, peut-être que dans les séances en fait à venir, nous aurons l'occasion de développer davantage dans le domaine des régimes douaniers. Maintenant, quand le transit est considéré comme étant un régime douanier, donc il y a ce qu'on appelle le régime du transit. C'est un régime qui vous donne la possibilité de déplacer des produits, transporter des produits d'un bureau de douane à d'un premier bureau de douane à un deuxième bureau de douane en suspension du paiement des droits et taxes. C'est comme si présentement vous avez importé des produits, les produits arrivés au port, le port c'est le bureau de douane, vous demandez que les produits soient déplacés de ce premier bureau de douane à un autre bureau de douane à l'intérieur du pays en suspension du paiement des droits et taxes.
Donc dans ce cas-là, on sera en fait en mesure de parler de ce qu'on appelle le régime du transit. Maintenant, parler du transit national, qu'on appelle aussi le transit ordinaire, ou bien le transit interne, et en comparaison avec le transit international, quand est-ce qu'on parle de transit national ou bien de transit international? On parle de transit national, qu'on appelle aussi le transit interne, qu'on appelle aussi le transit ordinaire. On en parle qu'à partir du moment où les deux bureaux, le premier bureau et le deuxième bureau se trouvent sur le même territoire sénégalais. Là, ça donne un transit interne. Mais si les deux bureaux se trouvent dans des pays, là, on est en transit interne. C'est comme le cas des produits maliens transportés en partie par voie maritime et qui par la suite seront acheminés au Mali en traversant tout le territoire sénégalais. Donc la plupart des cas, les marchandises maliennes arrivées au Sénégal sont déclarées sous ce régime-là qu'on appelle le régime du transit international. Donc si vous suivez bien, pour rappel, on vient de donner deux connotations au concept transit. Le transit considéré comme étant un point par où les produits vont passer avant de faire le point de destination. C'est comme si on disait le port de Dakar, c'est un port de transit. C'est un port où peuvent passer des produits pour aller vers les autres ports. Le transit aussi peut être considéré ici comme étant un régime douanier. Et si on parle du régime du transit, c'est un régime qui permet de déplacer les produits d'un bureau de douane à un autre en suspension du paiement des droits et taxes. L'autre connotation qu'on pourrait donner au transit et qui est la connotation la plus populaire ou bien la plus connue par les acteurs, c'est le transit en tant qu'activité. Parce que quand on parle de transit en tant qu'activité, c'est une activité par une personne qu'on appelle transitaire. Donc, mais le concept transitaire, dans le jargon, il y a les gens qui font des fois amalgame. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'ils sont très nombreux à intervenir dans le milieu, à se dire transitaire, et pourtant, vous les voyez ne pas faire la même activité. Mais on va essayer tout simplement de recadrer le concept de transit sous l'angle juridique. Par droit, on dit qu'il existe deux types de transitaires. Soit on a un transitaire mandataire, soit on a un transitaire commissionnaire. C'est la raison pour laquelle j'avais vu que quelque part, il y a même des fois les gens qui disent que le transitaire peut revêtir trois visages. Il y a le transitaire mandataire, il y a aussi le transitaire commissionnaire agréé en douane, de même que le transitaire commissionnaire de transport. C'est vrai, si vous analysez sous cet angle. Mais pour ne pas répéter le concept commissionnaire, c'est la raison pour laquelle on a regroupé sous le vocable transitaire commissionnaire douane, il y a aussi les transitaires, il y a aussi ce qu'on appelle les transitaires de transport. Commissionnaire, organisateur de transport. Maintenant, si on revient au transitaire mandataire, c'est quelqu'un qui est tenu à une obligation de moyens. C'est quelqu'un qui a l'obligation d'exécuter conformément aux instructions de son donneur d'ordre. Son donneur d'ordre, c'est qui? C'est le mandant. C'est quelqu'un qui est tenu à une obligation de moyens. Et c'est une personne qui n'a pas le droit de faire intervenir dans l'exécution du contrat de tierces personnes. C'est une personne aussi qui est responsable de ses... Parce que quand vous vous contentez de faire ce qu'on vous a demandé de faire, au cas où il y a problème, c'est le mandant qui va endosser. C'est le donneur d'ordre qui va endosser. Maintenant, si vous vous permettez de faire intervenir de tierces personnes dans l'exécution du contrat, alors que ça ne faisait pas partie des instructions qui vous ont été données par votre mandant, dans ce cas-là, c'est vous qui allez supporter. Et l'autre connotation, c'est le transitaire commissionnaire. Le transitaire commissionnaire, c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire intervenir dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées toute personne jugée utile pour la bonne réalisation de l'opération. Et par rapport à ces personnes, on a qui? Donc, c'est pour dire que ce transitaire a la possibilité de faire intervenir quiconque dans l'exécution du contrat. Pourquoi? Tenu ici à une obligation de résultat. Comparé au premier, le consignataire mandataire qui est tenu à l'obligation de moyens. Mais l'on sait que la plupart des cas, quand on parle de ces transitaires, il y en a qui sont dans le milieu, il y en a qui ont suivi une formation, il y en a qui n'ont pas suivi de formation, qui ont suivi en fait une formation en fait dans le tas. C'est la raison pour laquelle des fois il y en a même qui vont jusqu'à dire que
le transit, c'est une activité qui est un peu informelle, alors que rien de ça n'est. C'est parce qu'ils ne connaissent pas bien le milieu du transit, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas bien les modes de fonctionnement, les mécanismes de fonctionnement en fait de cette activité. Et si nous revenons maintenant à ces formations qui peuvent permettre d'accéder qui peuvent permettre aux concitoyens, aux étudiants et autres là, de pouvoir exercer en qualité de transitaire. Nous avons quoi? L'on sait que ils sont très nombreux à proposer des formations dans le domaine. Et avant même, avec le problème de la NACSUP, il y avait un diplôme qu'on appelle DT. Bien qu'avec le diplôme de DT, vous pouvez faire vos premiers pas en entreprise pour exercer en qualité de transitaire, mais avec des compétences très limitées. Donc c'est pour dire en somme que le métier de transitaire, donc les formations qui mènent au métier de transitaire sont très nombreuses. Il y en a qui vont suivre une formation en transport logistique. Et là aussi même, quand vous vous formez en fait en transport logistique, là vous disposerez de toutes les compétences pratiquement requises pour pouvoir exercer le métier de transitaire. Mais des fois, si toutefois dans votre programme on n'a pas aménagé pour vous introduire les matières de transit, là vous risquez d'être limité à un simple transitaire commissionnaire de transport. Et il y a aussi le BTS, il y a aussi la formation en fait en commerce international. Formation en commerce international, là vous avez toujours les matières du transit et ça pourrait vous permettre en quelque sorte de pouvoir accéder au métier de transit. Mais il y a aussi des spécialités en transit, uniquement en transit. C'est-à-dire qu'on forme des étudiants uniquement dans le domaine du transit. Et ceci depuis le déclarant, l'assistant déclarant, le déclarant ainsi que le chef de transit. Parce que quand vous comptez maintenant évoluer dans le domaine du transit, là il faudra obligatoirement maîtriser les mécanismes qui sont liés en fait au dédouanement. Et pour ce faire, vous avez besoin d'acquérir des compétences en fait en la matière. Et c'est pour dire en somme que l'accès au métier de transit peut se faire à travers plusieurs types de formations et dont le niveau reflète de la responsabilité envisagée en entreprise. Vous voulez être en entreprise, donc il y a la possibilité de se former de la première année à la 5e année, donnant lieu à un diplôme qu'on appelle le diplôme supérieur de transit, ou bien vous avez votre master 2, etc., etc. Maintenant, pour revenir un peu sur le transit en tant qu'activité menée par le transitaire, après avoir parlé des formations qui pourraient permettre d'accéder en fait au métier de transitaire, nous avons ici ce qu'on appelle le transitaire organisateur de transport multimodal. Nous avons aussi ce qu'on appelle le transitaire commissionnaire, le transitaire commissionnaire agréé en douane. Là, l'on sait que quel que soit le type de transitaire, quel que soit le type de transitaire, cette personne a toujours besoin d'acquérir un certain nombre de compétences. Les compétences à acquérir, c'est des compétences qui doivent aller dans le domaine des transports, dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la manutention, dans le domaine de la facturation portuaire ou bien aéroportuaire, dans le domaine de la consignation. Vous avez aussi besoin d'acquérir des compétences dans le domaine du transit en tant que tel, parce que là c'est par rapport en fait à la maîtrise des mécanismes. L'on sait aussi que le transitaire, c'est quelqu'un qui est tout le temps sédentaire, mais des fois il lui arrive de faire le terrain pour assister aux opérations de chargement et ou de déchargement. Pourquoi dit-on que le transitaire c'est quelqu'un qui est sédentaire? Ça dit quand on parle de véritable transitaire, c'est quelqu'un qui est sédentaire, parce qu'il y a toujours lieu d'assurer des activités administratives par rapport à ces documents qu'il y a lieu de collecter de part et d'autre, par rapport à ces litiges des contentieux qu'il y a lieu de gérer, parce que des fois il vous arrive d'avoir des problèmes en fait avec le service des douanes, en contentieux avec le service des douanes, et là vous avez besoin maintenant d'un certain nombre de compétences en fait allant dans le domaine. Là aussi, il y a qui sont liés à la logistique par rapport à l'organisation des transports, le transport de bout à bout, le door-to-door ou bien le porte-à-porte, si toutefois vous êtes un transitaire commissionnaire de transport. Mais l'on sait aussi que si toutefois vous exercez le transit, parce que là on va parler dans un premier temps du transitaire commissionnaire agréé en douane. Là, pour être un bon transitaire commissionnaire agréé en douane,
là, vous avez besoin d'acquérir des compétences. Ces compétences dont vous avez besoin, c'est des compétences qui vont, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans le domaine de la consignation, dans le domaine de la manutention, dans le domaine du transport et de la logistique. Vous avez besoin aussi de compétences allant dans le domaine de la douane, donc des techniques de dédouanement. Par rapport à cette technique de dédouanement, on pourrait les structurer en fait en parties. Parce qu'il y a une partie où c'est des compétences en procédure douanière, des compétences en législation douanière, des compétences en contentieux douanier, des compétences en système harmonisé ou bien en technologie tarifaire. Donc, c'est l'ensemble de ces compétences-là qui feront de vous un excellent transitaire. Mais l'on sait que si maintenant vous êtes un transitaire, vous avez certainement des partenaires, des personnes avec qui vous allez devoir travailler. Et le partenaire numéro 1 du transitaire commissionnaire agréé en douane, c'est le service des douanes. D'où même on l'appelle commissionnaire agréé en douane, pour dire quelqu'un qui est agréé par le service des douanes pour exercer le métier. Parce que sans pour autant disposer de l'autorisation ou bien d'un agrément qui vous est délivré par le service des douanes, vous ne pourrez pas donc procéder aux opérations de dédouanement pour le compte des autres. Donc, premier partenaire, c'est le service des douanes. Vous avez aussi comme partenaire les transporteurs de marchandises. Ces transporteurs de marchandises, que ce soit des transporteurs maritimes, des transporteurs aériens ou bien des transporteurs routiers, là ou bien ferroviaires, il y a toujours ces transporteurs qui sont vos partenaires par rapport aux documents de transport qu'ils vont devoir vous délivrer, pouvant vous permettre de lever les déclarations. Vous avez aussi comme partenaire les banques. Pourquoi les banques? Parce que on paye les droits et taxes. Et avec le nouveau système Corbus, là, paiement électronique, là, il y a les banques aussi qui vont continuer à avoir leur importance dans le processus de dédouanement. Et les banques l'ont toujours eu. D'autant plus que si vous voulez un crédit, la plupart des cas, il y a les banques qui vont se porter garant. Donc, il y a les banques aussi qui interviennent dans le processus de dédouanement. Pourquoi? En tant que partenaire. Mais l'on sait aussi que quel est l'autre partenaire du transitaire? C'est le Trésor. Parce que c'est au niveau où il y a lieu de verser les droits et taxes. Parce que là aussi, au niveau du Trésor, quand vous comptez maintenant payer les droits et taxes, là, il faut passer donc au niveau du Trésor. Donc le Trésor paye du transitaire commissionnaire agréé en douane. Mais nous avons aussi, toujours comme partenaire, il y a les structures qui sont compétentes à délivrer les documents. On peut parler d'une structure comme la Cotegnan SA qui assure la gestion du programme de vérification des importations. Et à travers ce programme, donc, il y a la Cotegnan qui a la compétence de délivrer l'attestation de vérification et la DPI. Ces documents, certainement, il y en a qui ont eu en fait à parler de ces documents bien avant moi, mais je vais juste vous rappeler, c'est des documents que vous avez l'obligation de produire qu'à partir du moment où vous avez importé un produit, alors que le produit importé figure sur la liste des produits soumis à ce programme, on vous demande de produire, à condition que ce produit en question soit soumis non seulement au programme, mais aussi et surtout que la valeur FOB du produit soit supérieure ou égale à 3 millions de francs CFA pour obtenir l'AV, ou bien si toutefois l'expédition a été réalisée en FCL, Full Container Load, et quelle que soit la valeur de la marchandise. L'autre document qu'on retrouve dans le programme, c'est la DPI. La DPI, on vous demande tout simplement de produire cette DPI qu'à partir du moment où la valeur FOB de votre importation est supérieure ou égale à 1 million de francs CFA. Et c'est pour cette raison qu'on dit que un bon transitaire, c'est quelqu'un qui doit entretenir de très bonnes relations avec ses structures. Donc, d'autant plus que ces structures aussi contribuent à lui rendre facile son travail. Et attention, il y a même des sanctions très lourdes, qui pèsent sur l'omission de ces documents. C'est le contournement de ce programme de vérification. Et là, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la partie contentieuse. Maintenant, l'on sait que si maintenant on se réfère toujours aux partenaires, il y a aussi le COSEC. Parce qu'il y a le COSEC qui vous délivre un document qu'on appelle le bordereau de suivi de cargaison. Donc, si vous avez des importations qui sont effectuées par conteneur,
a l'obligation des fois de passer au niveau du COSEC pour l'obtention de ce qu'on appelle le bordereau de suivi de cargaison. Mais là aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de la douane en tant que partenaire. Pourquoi? Parce que toutes les opérations qui sont réalisées par le transitaire sont traitées par la suite par le service des douanes. Parce qu'après avoir établi la déclaration et que la déclaration soit enregistrée, cette déclaration doit être traitée par le service des douanes. Et que le service des douanes même en fait a mis à la disposition des transitaires un logiciel qu'on appelle Orbis pour leur permettre de procéder à la collecte informatique des documents. Et tout ceci, c'est pour améliorer davantage, c'est pour veiller à la dématérialisation, éliminer le support papier, pour accélérer le processus de dédouanement. Donc, c'est pour ces raisons que la douane n'a jamais cessé d'améliorer en mettant à la disposition des transitaires des outils pouvant leur permettre d'être encore beaucoup plus efficaces. J'ai déjà parlé en fait des partenaires du transitaire, mais nous avons aussi le transitaire qui non seulement est un sédentaire, mais qui travaille souvent avec l'outil informatique. L'outil informatique, pourquoi? Parce que présentement, on travaille souvent avec les logiciels. Nous avons le logiciel Yagainde qui permet de traiter les déclarations de façon électronique. Nous avons Orbis qui permet de collecter les informations. Nous avons aussi Corbus pour le paiement électronique des droits et taxes dus. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de l'outil informatique, d'une part. Mais d'autre part, le transitaire, c'est quelqu'un aussi qui doit avoir une parfaite maîtrise de la langue anglaise. Pourquoi? Parce que c'est la première langue. Bien vrai que ce n'est pas la langue la plus parlée, parce que de par le nombre, il y a le mandarin qui représente la langue la plus parlée. Mais l'on sait que si on se réfère à l'anglais, la plupart des documents que les clients vont devoir vous soumettre, c'est des documents qui sont souvent libellés en anglais, surtout pour ce qui concerne le transport maritime, et en particulier le connaissement. Et si vous n'avez pas des compétences en anglais, vous aurez des fois en fait des problèmes pour comprendre le langage qu'on vous tient à travers le document. Maintenant, plus vous connaissez d'autres langues, plus aussi ça va vous permettre de développer davantage votre activité. Parce que l'on sait que avec ça va permettre en fait de développer davantage votre activité. Parce que l'on sait que il y a souvent des clients qui vont devoir vous solliciter pour le dédouanement de leurs produits, que ce soit des produits qui se trouvent au niveau des frontières maritimes, aériennes ou bien terrestres, et que la plupart des cas maintenant, parmi ces clients, on peut avoir donc des clients qui parlent des langues autres que l'anglais ou bien le français. Et plus vous maîtrisez des langues, plus aussi vous aurez en fait des chances pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir réussir en fait dans le monde du transit. Maintenant, on va essayer de dire un peu les tâches qui sont assignées, les tâches ou bien le rôle ou bien le travail du transitaire commissionnaire agréé en douane. Le transitaire commissionnaire agréé en douane, c'est quelqu'un qui est habilité à dédouaner des marchandises pour le compte et au nom des autres sur autorisation du service des douanes. Cette autorisation, c'est un agrément que la douane va devoir vous délivrer. Et avant de bénéficier de cet agrément, il y a un certain nombre de formalités qu'il faudra satisfaire. Et même si vous voulez bien, lors des séances en fait à venir, on pourrait parler davantage de ces formalités à satisfaire pour disposer de votre agrément, aussi bien pour le transitaire commissionnaire agréé en douane que pour le transitaire organisateur de transport multimodal. Donc, dans les séances en fait à venir, nous aurons l'occasion en fait d'y revenir de façon beaucoup plus détaillée. Mais l'on sait que si on considère ici le transitaire, donc je dis que quelqu'un qui est habilité à dédouaner pour son compte et pour le compte de l'autre grâce à un agrément qui lui est délivré par le service des douanes. Pour pouvoir bénéficier de cet agrément, il faut satisfaire un certain nombre de conditions. Ces conditions sont entre autres, il y a l'expérience, minimum 5 ans d'expérience. Il y a le diplôme, il faut présenter un diplôme de déclarant. Il faut présenter un diplôme qui prouve que vous avez suivi une formation dans le domaine. Il y a aussi un casier judiciaire qu'on vous demandera de fournir. On vous demandera aussi de fournir un certificat de non-condamnation qui prouve que vous n'avez jamais fait l'objet d'une condamnation pour faute grave. Donc, entre autres.
Pourquoi? Parce que là aussi, on veut juste en fait vérifier, on veut juste en fait aussi mieux vous connaître, essayer d'étudier en fait votre passé pour essayer de voir est-ce que vous ne ferez pas partie de ces autres-là qui sont rattrapés par le passé, une personne à qui on pourrait faire confiance ou pas, entre autres. Mais le transitaire, moi je suis quelqu'un qui a importé un produit d'un pays donné. Je peux importer des marchandises par voie maritime, par voie aérienne ou bien par voie terrestre. Et que quand j'ai importé le produit, j'ai conclu avec la compagnie de transport, j'ai maîtrisé en fait une bonne partie de transport, des opérations de logistique, j'ai déjà contracté et tout ceci. Moi, je confie mes marchandises au transporteur et par la suite, je prends l'avion, destination le Sénégal. Quand vous venez au Sénégal, là, il n'y a que votre compagnie de transport, la compagnie de transport à qui vous aviez confié, vous a notifié l'arrivée de vos marchandises au niveau du port, ou bien au niveau de l'aéroport, ou bien au niveau de n'importe quel autre endroit. On vous a déjà notifié l'arrivée de la marchandise. Mais l'on sait que quand on vous a notifié l'arrivée de la marchandise, là, vous avez l'obligation d'aller dédouaner les marchandises qui se trouvent dans le corps. Ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a la douane qui a des interlocuteurs adressés à des personnes qui ont un certain professionnalisme dans le domaine et qui pourraient lui permettre de pouvoir traiter facilement les opérations. C'est ainsi même que les propriétaires de marchandises peuvent dédouaner, mais si leur importation dépasse un certain montant, on leur demande de faire recours au service d'un transitaire. Là, si maintenant ce client vient à vous en votre qualité de transitaire, et ce client va devoir se confier à vous, parce que si c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu, c'est quelqu'un qui pourrait passer à une demande de cotation, adresser des cotations de part et d'autre à différentes compagnies pour leur demander de lui faire parvenir en fait une cotation par rapport au dédommagement du marchand, en donnant toutes les caractéristiques nécessaires. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut vous cibler et vous confier son opération. Quand le client vient à vous, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'essayer de se rassurer de la réalité de l'opération. Essayez de voir, est-ce que c'est une opération fictive ou bien est-ce que c'est une opération réelle? Et ceci à travers les documents que le client va devoir mettre à votre disposition. À partir du moment où le client a mis à votre disposition les documents, donc vous allez vérifier et par la suite vous allez procéder à ce qu'on appelle l'ordre de transit, OT. OT qui n'est rien d'autre qu'un document dans lequel le client va vous donner des instructions par rapport à l'opération envisagée, importation ou bien exportation. Le régime douanier doit être précisé. On donne des documents, on donne ce qu'on voudrait faire en fait de la marchandise. Et à partir du moment où le client vous a donné l'OT, vous a donné les documents, que vous avez déjà établi l'OT, qui représente en quelque sorte le contrat qui va vous lier avec votre client. Et à travers ce contrat, il y a le client qui vous a conféré un pouvoir pour le représenter partout où il y a lieu. Ainsi, vous avez à ce qu'on appelle l'ouverture de dossier. Il faut ouvrir un dossier pour le client. Pourquoi? Parce que c'est un client qui vient à peine de vous soumettre en fait un dossier, de vous soumettre en fait des documents, de vous soumettre une opération et que l'opération doit être enregistrée à travers un répertoire. Donc il faudra ouvrir en fait un dossier pour le compte de ce client. Et après maintenant que vous avez ouvert le dossier pour le compte du client, là, donc après avoir ouvert un dossier pour le compte du client, donc là, vous allez devoir après avoir ouvert en fait un dossier pour le compte du client, là vous allez passer en fait à la recherche des documents complémentaires. Peut-être qu'il y a certains documents qu'il faut chercher de part et d'autre, surtout les documents comme les documents qui sont liés au programme de vérification s'il y a lieu. Et là, il faut les chercher de part et d'autre. Donc, allez s'adresser à la Cotena à travers Orbus. Vous entrez dans la plateforme après avoir composé votre code, etc., etc. Donc là, vous passez votre commande. Votre commande sera étudiée. On peut vous délivrer le document. Là, vous imprimez sur place ou bien on peut vous envoyer la notification ARA. ARA pour dire avis de refus d'attestation pour prouver qu'on est vraiment désolé mais qu'on ne pourrait pas vous remettre en fait l'agrément. Donc, on ne pourrait pas vous remettre en fait l'attestation. Le pourquoi? C'est peut-être parce que vous n'avez pas surrempli convenablement les formalités d'avant embarquement. Et là aussi c'est sévèrement sanctionné par le service des douanes. Parce que là, quand on dit que
la sanction est évaluée en fait à 20% de la valeur CAF de la marchandise. Parce que supposons que vous avez fait une faute portant sur le contournement du programme de vérification, vous devriez produire la DPI ou bien l'AV alors que vous n'avez pas produit. Le produit que vous avez importé est arrivé au niveau de Dakar, on veut lever la déclaration, mais on a des... Dans ce cas-là, vous avez fauté. Pourquoi? Parce que vous devriez produire, vous n'avez pas produit. Donc là, on parle de contournement du programme de vérification des importations. Sanction. La sanction s'élève à 20% de la valeur CAF. Si vous devriez payer une valeur FOB de 8 500 000 francs, à cette valeur FOB, ce que vous avez payé comme l'assurance, supposons que vous avez payé une assurance de 75 transport, vous avez payé un prix de 1 400 000. Donc là, si on totalise la 10 millions, donc qu'est-ce que la douane va faire? La douane va prendre les 10 millions multipliés par 20%, ce qui donnera 10 millions, ce qui donnera en fait 2 millions de francs CFA. Donc ce sont les 2 millions qui vont constituer les pénalités concernant le contournement du programme de vérification. Attention pour les infractions douanières. Les infractions douanières sont sévèrement punies, sévèrement punies. C'est pour contraindre en fait les importateurs et ou exportateurs, de même que le représentant, à passer par la voie légale, à suivre convenablement les formalités qui sont liées au dédouanement. Et il n'y a pas que ça comme sanction, mais il y a des sanctions partout. Parce que dans toutes les actions qu'on entreprend en fait dans le métier, il y a partout en fait des infractions douanières. Il y a toujours des infractions. Infractions qui peuvent être qualifiées de délit, qui peuvent être qualifiées de contrebande ou bien contrevention, importation sans déclaration, donc etc., etc. Donc là aussi, occasion nous sera donnée de revenir en fait un peu sur ce qu'on appelle le contentieux douanier. Donc ici, l'on sait qu'à chaque fois, si maintenant le client, vous avez collecté maintenant fait les documents à travers Orbis, vous avez obtenu tous vos documents, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lever dans un premier temps la note de détail. Note de détail, c'est un document dans lequel vous allez fournir de façon détaillée les informations relatives à l'opération envisagée. Vous avez dit que j'ai importé des produits, il faut fournir les valeurs, donner des informations concernant le mode de transport, des informations concernant le nombre de colis, des informations concernant la date et les lieux d'embarquement, des informations concernant les valeurs FOB, assurance, fret, des informations concernant la valeur CAF, des informations concernant les assurances, le fret, etc. Donc il y a aussi des informations qui sont propres à l'article, donc les poids bruts et tarifaire du produit, il faudra donner le régime douanier. Là aussi, nous avons la désignation de la marchandise. Il y a aussi une partie qui est réservée à la préliquidation des droits et taxes. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on appelle la note de détail. Des fois même, vous pouvez avoir en fait des marchandises qui vous sont parvenues groupées. Et dans ce cas-là, à vous de voir maintenant qui sont parvenues en fait groupées. Et sur ce maintenant, il y a lieu de procéder à ce qu'on appelle l'éclatement. L'éclatement du fret, l'éclatement de l'assurance pour trouver en fait la valeur CAF de chaque produit. Et ainsi, il faut savoir identifier la position tarifaire. À travers la position tarifaire du produit, vous saurez quels sont les droits et taxes qui lui seront appliqués. Est-ce que c'est le DD, est-ce que c'est la RS, de quel DD il s'agit? Est-ce que c'est le DD0, DD1, DD2, DD3, DD4 ou bien c'est le DD0? Donc là, les DD qui ont des taux qui varient de 0% à 35%. Mais non seulement il y a ce qu'on appelle les DD, il y a la RS, il y a la TVA, il y a le PCC, il y a le PCS, il y a le COSEC, il y a la taxe additionnelle qui est appliquée aux importations d'alcool, le droit d'assise, parce que là avant on parlait de taxe intérieure, mais c'est une taxe qui a évolué pour donner présentement ce qu'on appelle le droit d'assise, qu'on applique en fait à certains produits comme le tabac, des produits comme l'alcool, des produits comme les véhicules, parce que les véhicules, quand on les importe, il y a toujours en fait un droit d'assise qu'on applique, surtout que quand il s'agit d'un véhicule de tourisme. Pour les autres véhicules, il faut que la puissance des véhicules soit supérieure à égale à très souvent. Voilà. Donc, nous avons aussi des taxes comme la taxe conjoncturelle à l'importation, qui est appliquée à tous les produits qui sont soumis à des prix de déclenchement. Parce que les produits qui sont soumis à un prix de déclenchement, nous avons ici le sucre, nous avons le lait concentré sucré, le lait concentré non sucré, nous avons la farine de blé, nous avons la tomate concentrée. Donc à ces produits, à chaque fois qu'on les importe, il y a toujours un prix de déclenchement qui sera comparé avec la valeur CAF et c'est sur la base de la valeur la plus élevée qu'on va appliquer les droits et taxes. Donc là, c'est comme ça qu'on va procéder pour déterminer ce qu'on appelle pour déterminer en fait la valeur en douane applicable à ces produits-là.
Maintenant, par rapport à cette taxe qu'on appelle la taxe conjoncturelle à l'importation, on l'applique seulement quand la valeur prix de déclenchement est supérieure ou égale à la valeur CAF. Je donne un exemple. J'ai importé un produit comme la tomate concentrée. J'ai calculé la valeur CAF, j'ai trouvé 10 millions. J'ai calculé la valeur prix de déclenchement, j'ai trouvé 12 millions. Donc, je ne vais pas prendre la valeur CAF. Je vais prendre le prix de déclenchement qui est supérieur, 12 millions. Et puisque le produit est taxé sur la base du prix de déclenchement, je vais lui appliquer une taxe qu'on appelle la taxe conjoncturelle à l'importation. Donc, pour revenir en fait un peu sur le droit d'assises, donc, retenez bien, c'est un concept. Hein, parce que là aussi, c'est vrai que les gens l'ont tout le temps appelé taxe intérieure. Mais quand par taxe intérieure, il n'y a pas une seule taxe intérieure, il y a des taxes intérieures. Parce que la TVA, c'est une taxe intérieure. Hein. La TVA, c'est une taxe intérieure. En plus de cette taxe intérieure qu'on appelle la TVA, il y avait aussi une autre taxe hein, qu'on appelait la TI. Maintenant, pour que cela ne fasse pas l'objet de confusion, maintenant, ce concept a évolué et donne présentement ce qu'on appelle le droit d'assises. Et les produits qui sont soumis à un droit d'assises font l'objet d'une liste. Nous avons ici les véhicules, nous avons ici l'alcool, nous avons le tabac, nous avons la noix de cola, nous avons le thé, nous avons le sucre, nous avons les huiles raffinées, nous avons la noix de cola, j'ai déjà dit, nous avons les produits cosmétiques. Mais quand on a un produit cosmétique à caractère de pigmentation, les taux ne sont pas les mêmes. Des fois, on applique 10% pour les produits cosmétiques tout court. Mais quand on a un produit cosmétique à caractère de pigmentation, là, on applique un taux de 15%. Donc, entre autres, vous avez ici quelques produits qui sont soumis à ce qu'on appelle le droit d'assises. Et c'est pour cette raison maintenant qu'il faudra bien maîtriser en fait la fiscalité douanière. Maintenant, attention, parce que par rapport à ça aussi, il y a des éléments sur lesquels on va se baser pour la taxation. Par rapport à ces éléments de taxation, nous avons la position tarifaire du produit, nous avons la valeur du produit, mais nous avons aussi l'origine. N'oubliez pas l'origine du produit, hein, parce que l'origine aussi va impacter beaucoup sur la détermination des droits et taxes. Et là aussi, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'il y a M. Mbakege qui a déjà développé en fait dans le domaine, mais j'ai vu aussi qu'il y a M. Martar Thiam, donc des collègues que je salue en fait de passage, qui s'est prononcé en fait pour revenir en fait un peu sur la taxe sur le tarif extérieur commun applicable aux pays membres de l'UEMOA et aux pays membres de la CEDEAO. Donc, c'est pour dire que là, il faut avoir une parfaite maîtrise de votre fiscalité. Pourquoi? Parce que la non-maîtrise de la fiscalité douanière, donc ça peut vous pousser en fait à être victime à deux infractions douanières. Tantôt, c'est la surtaxation ou bien la sous-taxation. La surtaxation, c'est quand vous payez à la douane un montant des droits et taxes qui est supérieur au montant normalement prévu. Et la sous-taxation, c'est le contraire. C'est quand vous payez un montant qui est inférieur au montant normalement prévu. À la douane, vous devez appliquer ici un DD2 avec un taux de 10%. Vous avez appliqué un taux de 5% avec DD1. Donc là, vous êtes en sous-taxation. Montant qui est inférieur au montant normalement prévu. Ça, c'est la sous-taxation. La surtaxation, c'est le contraire. C'est quand vous devez payer à la douane un montant des droits et taxes. Quand vous payez à la douane un montant des droits et taxes qui est inférieur au montant des droits et taxes normalement prévu. Donc, sous-taxation, retenez bien. La surtaxation, c'est quand vous payez au service des douanes un montant des droits et taxes qui est supérieur au montant des droits et taxes normalement prévu. Mais la sous-taxation, c'est quand vous payez au service des douanes un montant des droits et taxes qui est inférieur au montant des droits et taxes normalement prévu. Je dois payer 2 millions, j'ai payé 1 million. Là, c'est sous-taxation. Je dois payer 2 millions, je dois payer 1 million, j'ai payé 2 millions. Là, c'est surtaxation. Maintenant, en cas de sous-taxation, il y a toujours un redressement qui vous attend. Pourquoi? Parce que là, on va vous taxer de voleur. Parce qu'en douane, il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui est reconnu en fait en douane, c'est le vol. Hein? Tout ce qui est reconnu en fait en douane, c'est le vol. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a toujours la douane maintenant qui va devoir vous. Donc, il y a toujours en fait, il y a toujours lieu de faire attention par rapport en fait au dédouanement des produits. Il y a toujours lieu de faire attention par rapport à cette fiscalité que vous allez appliquer, par rapport à la position tarifaire de votre produit. Donc, si vous voulez maintenant ne pas avoir de problème en fait avec le service des douanes. Maintenant, après avoir établi votre net de détail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer en fait à l'enregistrement dans Gaindé. Parce que présentement, on travaille avec un logiciel qu'on appelle Gaindé. Gaindé signifie gestion automatisée des informations douanières et des échanges. C'est un logiciel qui a été mis en place par le service des douanes pour remplacer la déclaration manuelle dans le processus d'accélérer les processus de dédouanement des marchandises, dans le souci d'accélérer le processus de dédouanement des marchandises. Donc là, on est à l'ère de Gaindé. Parce que là, quand on parle de l'e-commerce, on parle maintenant de l'e-douane.
Et à travers les douanes, là, ça se fait de façon électronique. On va faire la déclaration électronique, payer les droits et taxes de façon électronique, collecter les documents de façon électronique. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'une seule personne peut faire plusieurs tâches. Alors qu'avant, il y avait des personnes intermédiaires à qui on faisait recours pour collecter des fois certains documents. Pour collecter des fois certains documents ou bien qui nous soutenaient en fait dans l'activité. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes maintenant, on serait obligé de se séparer de certaines personnes qu'on appelait passeurs de pièces. À quoi bon de supporter les charges alors qu'on n'a plus cette possibilité, alors qu'on a la possibilité de faire le travail soi-même. Maintenant, après avoir effectué en fait ce qu'on appelle l'enregistrement, vous allez passer en fait, prendre votre note de détail qui va vous servir de brouillon, vous passez en fait à Guindé, vous faites vos enregistrements. Donc, vous faites la saisie dans Guindé d'abord. Vous faites la saisie en fait dans Guindé, ensuite vous enregistrez. Hop, automatiquement, à la déclaration, on va lui affecter en fait un numéro. Parce que l'attribution des numéros c'est automatique. Quand j'enregistre, on me donne un numéro. L'autre enregistre, on lui donne un numéro. Je reviens pour enregistrer, on me donne en fait un autre numéro, etc., etc. Et maintenant, cette déclaration que nous avons enregistrée, donc, va parvenir à faire la douane de façon électronique. Mais néanmoins, la douane va nous demander de déposer un support papier. Donc, il y a une déclaration qui doit faire l'objet d'une édition qu'on doit imprimer et qu'on doit déposer au niveau du bureau de douane. Et maintenant, cette déclaration va devoir suivre un circuit au niveau de la douane, bureau de solvabilité, chef de visite, chef de section, jusqu'à ce que vous obtenez en fait votre bon à enlever. Le bon à enlever, c'est quoi? C'est un document. Donc, ce n'est pas un document, c'est même en fait un cachet, un visa de la douane qui prouve que vous êtes en règle avec le service des douanes. Que la douane vous a donné son accord pour que les produits puissent être enlevés. Mais il y en a beaucoup d'étudiants qui pensent que le dédouanement des marchandises va se faire juste du côté de la douane. Non, il y a aussi le côté transport. Parce que la personne qui avait transporté les marchandises, qu'on appelait le transporteur, c'est une personne qui a été représentée au niveau du port. Cette personne est représentée au niveau du port par qui? Au niveau du port, bien au niveau de l'aéroport, par qui? Par la personne qui s'occupait des formalités administratives, commerciales et douanières. Cette personne, on l'appelle le consignataire. C'est la raison pour laquelle le déclarant, c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances ou bien des compétences dans le domaine de la consignation, dans le domaine de la manutention, dans le domaine de la facturation. Parce que après avoir terminé avec la douane, il y a un autre circuit à faire. C'est le circuit qui consiste à se présenter à la compagnie qui avait les produits, donc pour pouvoir procéder à l'enlèvement. Ça, c'est un autre circuit. Et l'on sait que le transporteur était représenté par une personne qu'on appelle le consignataire. Le consignataire pouvait revêtir plusieurs facettes. Tantôt, c'est le consignataire de navire, tantôt, c'est le consignataire de cargaison. Mais quand on parle de consignataire de navire ou bien consignataire de cargaison, la consignataire de navire, c'est la personne qui s'occupe des formalités administratives pour organiser le séjour du navire au niveau du port d'escale. Maintenant, quand on parle de consignataire de cargaison, c'est la personne à qui on va confier la marchandise une fois que le moyen de transport arrive à destination. Pour que cette personne puisse garder les produits dans les MAD, magasins ou bien aires de dédouanement. Ensuite, informer les clients de l'arrivée du moyen de transport, leur notifier l'arrivée de leur marchandise au niveau du port ou bien au niveau de l'aéroport, et par la suite passer à leur délivrer leur marchandise si toutefois ces derniers se présentent avec les documents requis. Mais au préalable, il y a aussi une facture à régler. C'est les frais qui sont liés au débarquement. Mais l'on sait que si maintenant vous vous rapprochez en fait de cette personne qu'on appelle le consignataire, et cette partie, la personne qui va nous intéresser ici, c'est pas par rapport en fait à ce consignataire qui a organisé le séjour du navire, qu'on appelle le consignataire de navire, parce que là on verra ça sous l'angle transitaire commissionnaire de transport. Mais ce transitaire qu'on appelle le transitaire commissionnaire agréé en douane, donc c'est quelqu'un maintenant qui va devoir, donc c'est quelqu'un en fait qui va, excusez-moi, donc c'est quelqu'un maintenant qui va devoir se rapprocher de ce consignataire, parce que c'est ce consignataire-là qu'on appelle le consignataire de cargaison, la personne à qui on va confier la marchandise. Et quand on lui confie la marchandise, cette personne a des tâches qui consistent des MAD. Et quand on parle de MAD, c'est les magasins et aires de dédouanement. Et quand on parle de magasins et aires de dédouanement, les magasins, c'est des locaux dans lesquels on garde les produits qui sont périssables. Des produits qu'on peut facilement voler. Donc pour les mettre à l'abri. Parce qu'il y a des produits qui ne peuvent pas supporter
les aléas qui sont liés en fait à la température, donc certains aléas comme la chaleur, l'humidité, etc. Donc ces produits-là, il faut les mettre à l'abri. Mais par contre, nous avons d'autres produits nous avons aussi en fait d'autres produits qui sont encombrants ou bien qui sont pondéreux ou bien qui sont volumineux. Ces produits, on peut les mettre en fait à l'air libre. Donc on les met dans des airs comme surface, qui ne sont rien d'autre que des simples délimitations des parties du port où on garde les produits le temps que le dédouanement soit effectué. Pourquoi on les appelle les MAD, c'est magasins et aires de dédouanement. C'est-à-dire que les produits, on les garde au niveau des magasins ou bien au niveau des aires le temps que le dédouanement soit effectué. Et pendant tout ce temps, les produits se trouvent sous le contrôle de la douane. Il y a toujours la douane qui surveille les produits. Pourquoi? Parce que la douane a des intérêts sur le produit. C'est des produits qui n'ont pas encore acquitté le montant des droits et taxes. C'est les produits qui n'ont pas encore bénéficié d'une destination. C'est-à-dire par rapport au régime. Est-ce des produits qui feront l'objet de réexportation? Est-ce des produits qui seront consommés? Est-ce des produits qui seront transportés à l'intérieur du pays, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle il y a toujours la douane qui surveille ces produits-là. Et ces produits vont séjourner en fait au niveau des MAD, donc sous couvert d'un document qu'on appelle le manifeste. Rappelez-vous le manifeste. Le manifeste, c'est quoi? C'est un document un document dans lequel on retrouve les informations qui renseignent sur l'état de chargement du moyen de transport. L'état général de chargement du moyen de transport, le manifeste. À ne pas confondre avec le connaissement. Le connaissement, c'est le document de transport maritime. Alors que là, le manifeste, c'est un document qui est exigé par le service des douanes. Il y a même la douane qui demande à ce que le manifeste soit téléchargé dans Gaindé, 48 heures avant que le moyen de transport n'arrive. Mais néanmoins, quand le moyen de transport arrive, on demande à ce que une copie du manifeste soit déposée dans les 24 heures, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'arrivée du navire. Et c'est avec ce manifeste maintenant que le consignataire du navire va réceptionner du capitaine du navire les marchandises ainsi que les documents et avec le manifeste et placer les marchandises dans les MAD. Maintenant, les produits vont séjourner au niveau des MAD pendant une période bien déterminée. Parce qu'on dit que si les produits ont fait l'objet de magasins ou bien aires de dédouanement, il faudra penser en fait à dédouaner au plus tard dans les 15 jours qui suivent. Mais attention, là, plus vous accusez un retard dans le dédouanement, plus cher seront les frais que vous allez payer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les frais de débarquement. Et dans les frais de débarquement, il y a des frais qui sont liés au magasinage. Parce qu'il y a certaines structures qui disent que la franchise c'est 10 jours. Quand vous importez jusqu'à 10 jours, vous ne payez pas les frais de magasinage, mais au-delà de 10 jours, on va facturer en fait des frais de magasinage. Et comment est-ce qu'on facture là? Là, on dit que on va prendre ici un prix, on va appliquer ça au nombre de tonnes et au nombre de jours de séjour. Je donne un exemple pour les frais de magasinage. Supposons qu'on dit que c'est 15 000 francs par tonne et par jour. Vous avez importé des produits qui ont fait au niveau des magasins 25 jours. Les produits ont fait au niveau du port, au niveau des locaux du transporteur 25 jours. Sur les 25 jours, la franchise c'est 10 jours. Donc il vous reste 15 jours. On a 15 jours en fait à facturer. Là, supposons que c'est 10 000 francs donc. On prend 10 000 francs par tonne et par jour. Donc la franchise c'est 10 jours. Donc sur les 10 jours, vous ne paierez pas. Alors que vos produits ont fait 25 jours. On va prendre 25 moins 10, ça donne 15. Donc vous serez facturé sur la base des 15 jours. Maintenant, si la marchandise que vous aviez importée a un poids de 10 tonnes, là, on sera obligé de prendre le prix qu'on applique à la tonne et au nombre de jours. On prend 10 000, multiplié par 10, multiplié par 15. Et c'est ça qui va constituer les frais de magasinage. Et ça n'a rien à voir avec les autres frais qui sont liés au débarquement. Parce que là, c'est juste des pénalités, c'est juste des décisions qui sont prises de part et d'autre pour inciter les opérateurs à enlever leurs marchandises le plus vite possible. Mais l'on sait aussi que, à partir du moment où les produits séjournent en MAD, on dit que les produits peuvent y séjourner jusqu'à... Là, c'est la douane qui parle maintenant. Parce que le langage qui est tenu par les consignataires pour facturer les clients n'est pas le même que le langage qui est tenu par le service des douanes. Parce que quand vos produits sont importés, les produits peuvent séjourner au niveau des MAD pendant 15 jours. Non, pendant 30 jours, excusez-moi. Donc, peuvent séjourner au niveau des MAD pendant 30 jours. Avec possibilité de prorogation 2 fois. Donc, ce qui donne un total jour de 90. Donc, les produits ne peuvent pas séjourner au niveau des MAD au-delà de 90 jours maximum. Au bout de ces 90 jours, il y a les produits qui seront retirés et placés en fait en dépôt. Et ça peut aboutir même en fait à une vente aux enchères ou bien on donne ça en fait sous forme de don. Parce que si vos produits maintenant
séjourne pendant 30 jours, il n'y a pas de réaction, vous renouvelez, 90 jours, vous ne respectez pas. La douane va saisir les produits placés en fait en dépôt. Si les produits sont placés en dépôt, on donnera en fait un temps qui va porter sur 3 mois pour permettre en fait de pouvoir enlever les produits tout en acceptant de payer les pénalités qui sont liées au séjour des produits au niveau du dépôt. S'il n'y a pas de réaction, au bout de cette date-là, il y a toujours la douane qui va se rapprocher du tribunal d'instance pour que le produit puisse être confisqué et que là, on puisse passer à la vente aux enchères ou bien qu'on donne ça sous forme de don, etc. C'est la douane qui décidera en fait de ce qu'il y a lieu de faire en fait des produits. Maintenant, quand les produits maintenant séjournent au niveau MAD, alors que le consignataire a reçu les marchandises, a reçu les documents, placer les produits dans les magasins par l'entremise du manifeste, il y a le consignataire maintenant qui va informer les clients. On va vous notifier l'arrivée de vos marchandises. Donc, on peut le faire par SMS, on peut le faire par appel téléphonique, on peut le faire par fax, on peut le faire donc par fax, on peut le faire en fait par courrier électronique. Par tous les moyens, il faut essayer de contacter le destinataire pour l'informer de l'arrivée de la marchandise. Et à partir du moment où le client est informé de l'arrivée de sa marchandise, il y a le client qui va déclencher. C'est en ce moment-là que le client même pourrait anticiper le dédouanement. Mais en ce temps-là, le client pourrait se rapprocher de son transitaire pour lever la déclaration, pour les besoins du dédouanement. Maintenant, là, on laisse supposer que le client a déjà contacté, comme je l'avais dit tout à l'heure, son consignataire, son transitaire, qui a déjà fait les formalités et qui a obtenu en fait son bon à enlever. C'est toujours le consignataire maintenant qui, après avoir obtenu le bon à enlever de la douane, va se rapprocher de ce qu'on appelle le représentant de la compagnie de transport pour procéder à l'enlèvement. Maintenant, à partir du moment où le client arrive, donc le client est informé et que le client a déjà fait tout ce circuit qui est lié aux formalités par l'entremise de son transitaire, là, on informe. Et rien que pour l'avis, la notification de vos marchandises, si vous regardez bien le barème du port, barème de la manutention, les barèmes là qui sont liés en fait à la facturation, là, on vous dit c'est 15 000 francs. C'est 10 000 francs CFA. C'est 10 000 francs CFA. C'est facturé pour 10 000 francs CFA. Même si on profite en fait d'une promotion et autres là, donc là, on facture 10 000 francs par connaissement. Pour chaque connaissement, on facture 10 000 francs. Donc c'est pour dire qu'il y a un audit. C'est trop cher. C'est ce qui explique des fois en fait le trop qu'on décaisse en fait pour les opérations de débarquement, etc. parce qu'il y a un audit en fait dans ça aussi. L'on sait aussi que à partir du moment où là, le client en fait on a notifié en fait au client, donc il revient en fait au client de garder il revient en fait au consignataire de garder les marchandises jusqu'à ce que le client arrive. Le client maintenant ne viendra pas directement, mais il y a le client qui va venir par l'intermédiaire de son représentant qui est le transitaire après avoir rempli convenablement les formalités douanières. Donc là, vous venez, vous allez vous acquitter aux frais de débarquement. Après que vous soyez en règle avec la compagnie, il y a la compagnie maintenant qui va devoir maintenant vous délivrer le bon à enlever de la compagnie. Et avec ces deux bons à enlever, là, vous pouvez facilement procéder en fait à l'enlèvement de vos marchandises. Mais retenez bien que par rapport à ce qu'on appelle ici l'activité transit, donc c'est une activité qui est très complexe. C'est une activité qui est très complexe dans la mesure où, quand on parle de transit, on peut l'analyser sous plusieurs angles. Par rapport en fait à ces angles-là, c'est sur ces plusieurs connotations. Donc on a parlé en fait du transit donc en tant que activité, on a parlé du transit en tant que point par où doivent passer les produits avant de faire le point de destination. On a parlé aussi du transit en tant qu'activité. Et en tant qu'activité, on a classé le transit sous l'angle transit exercé par le commissionnaire agréé en douane. D'où on parle de transitaire commissionnaire agréé en douane. Peut-être que lors des prochaines séances, nous aurons l'occasion de revenir de façon beaucoup plus détaillée encore sur le transitaire commissionnaire de transport. Et puisque là, on me fait signe comme quoi qu'il y a mon ami Ibrahim Ndiaye qui va devoir commencer avec les assurances transport. Donc, ça a été un réel plaisir pour moi de vous tenir ces quelques minutes de live portant sur une généralité sur le transit. Et je ne cesserai jamais de remercier toutes les personnes qui ont eu en fait à contribuer, donc à envoyer des SMS. Donc, il y a Khalifa Diaby qui est là, donc là, pratiquement,
ils sont nombreux et très nombreux même à intervenir. Donc il y a Khalifa Diaby, il y a Awaba, il y a Pategnas qui est là. Donc nous avons Fatou Senghor, nous avons Laye Bamba Seck, donc l'infatigable. Il y a Mame Diarra Ndiaye, donc là c'est... Donc il y a Zeyna Sarr, il y a Khalifa Diaby toujours, Aliou Diouf, il y a Gallo Fall qui nous suit depuis l'Italie. Il y a Adama Maïga aussi qui est là, il y a Pategnas, il y a Mame Saliou qui est là. On a aussi Verso Sow, il y a Zeyna Sarr, donc ils ont été très nombreux. Seydina Ousmane, il y a Mbacké Gueye, mon collègue, le prof de douane, donc qui était là aussi. Merci monsieur Mbacké Gueye. Il y a Ismaïla Edmar. Nous avons aussi Galaye Ndiaye qui nous suivait. Ok, là aussi c'est un parent. Donc Seydina Ousmane Niang. Ok, ça aussi c'est mon cousin. Donc Fatou Senghor était là. Yacine Ngom, donc mes respects. Ousmane Sow qui nous suivait aussi. Il y a Laye Ndiaye, il y a Pategnas toujours, Mbacké Gueye. Donc ils ont été nombreux à nous suivre. Il y a Pape Wali Ndiaye aussi qui nous suivait. Donc ils ont été très nombreux. Aussi Ibrahim Ndiaye, encore merci encore une fois Ibrahim Ndiaye. Il y a Aliou Diouf. Donc à toutes ces personnes qui ont contribué de près ou de loin, nous adressons en fait nos vifs remerciements et nous vous donnons rendez-vous en fait dans les prochaines séances et on va essayer de développer davantage. Là c'était juste une partie généralité portant sur le transit et on l'a orienté plus particulièrement dans le domaine des métiers de transitaire commissionnaire agréé en douane. Et ça a été un réel plaisir pour moi de Mamadou Lamine Sy, merci beaucoup. Mame Saliou, merci beaucoup. Ok, donc il y a Kaoussou Sol, Ndiaye Diatta aussi, merci beaucoup. Donc Abdoulaye Ly, il y a Astou Goudiaby, merci beaucoup. Il y a Mohamedou Lamine, Mohamed Diong, Ibrahim Ndiaye toujours. Donc ils ont été nombreux. Adama Boy, merci beaucoup. Adama. Donc il y a Awa Eva Fall, donc c'est une sœur à moi, merci beaucoup Awa. Il y a Mansour Ndiaye aussi qui était là. Nous avons toujours Pategnas, il y a Noa Diatta, il y a Laye Ndiaye toujours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a aussi Ibrahim Ognan, le mercateur. Donc merci beaucoup, merci tout le monde, merci Abdoulaye Ly. Merci beaucoup, merci. Vous étiez nombreux en fait à intervenir, à féliciter, à aimer la page et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi ce temps que vous nous avez consacré pour nous suivre, l'énergie que vous avez fournie en cette période de pandémie et de Ramadan et je vous remercie. Merci beaucoup et on se retrouvera très bientôt. Merci beaucoup.